Et cet invité, c'est vous, Frédéric Joly, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes le porte-parole ici en France du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge. Quelles sont vos dernières informations de Gaza ? Les informations sont celles que vous montrez, c'est-à-dire le chaos que l'on dénonçait ou que l'on prévoyait en tout cas depuis plusieurs jours, c'est-à-dire à la fois des déplacements massifs de population, une population terrorisée, des infrastructures vitales à la survie de la population civile qui ne fonctionnent plus et des pénuries qui s'empilent comme les pénuries de carburant, d'électricité, d'eau potable, etc. Donc une situation catastrophique et c'est celle que nous dénoncions déjà il y a plusieurs jours et on ne voit pas vraiment comment ça pourrait évoluer, surtout après la destruction de cet hôpital. Cet hôpital, à l'image de tous les autres hôpitaux de la bande de Gaza, d'ailleurs qui sont plutôt situés dans le nord de la bande de Gaza, était, si l'on peut dire, dans le même état avant cette frappe dont on rappelle qu'on ne connaît pas l'origine à l'heure où l'on se parle que les autres hôpitaux de l'enclave, c'est-à-dire à quelques heures, quelques jours de ne plus avoir d'électricité. Concrètement, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de médicaments. Je disais ce matin qu'il n'y avait, dans certains hôpitaux, il n'y a plus d'anesthésiants. Oui, les hôpitaux manquent de tout, donc il faut imaginer qu'avant le 7 octobre, il y avait des pénuries liées à la pauvreté de Gaza, mais vous aviez des malades chroniques, des gens hospitalisés. Maintenant, vous avez un afflux massif de blessés et en plus, vous avez des gens qui cherchent à se protéger ne sachant où aller, qui cherchent un minimum de sécurité en se regroupant autour des hôpitaux. Pensant qu'ils ne seraient pas ciblés. Chacun le sait, c'est l'un des piliers du droit international humanitaire, des conventions de Genève. Un hôpital est sacré, entre guillemets, il est inviolable et que toute opération de guerre ne doit pas être conduite contre un hôpital. Et c'est vrai que beaucoup de gens convergent pour essayer de trouver un minimum de sécurité. Donc aujourd'hui, le système de santé est en train de s'effondrer. Le Croissant-Rouge palestinien ou les systèmes ambulanciers font ce qu'ils peuvent, mais la fin du carburant et le chaos sur les routes rend de toute façon très compliqué les déplacements et les évacuations sanitaires de blessés ou de malades. Ils ont été eux-mêmes ciblés d'ailleurs, ces ambulanciers. Avec effectivement des volontaires du Croissant-Rouge palestinien qui ont été tués, des personnels de santé qui ont également aussi été inquiétés. Bref, une paralysie totale du système de santé, alors qu'il faudrait pouvoir porter secours immédiatement à ces populations-là. Le CICR, ça fait maintenant plusieurs jours qu'une équipe chirurgicale mobile, volante, attend de pouvoir entrer dans Gaza. Cet accès humanitaire, depuis Rafah, cet accès humanitaire n'est pas donné. Nous avons tout un convoi aussi d'assistance humanitaire qui reste bloqué. Il faut impérativement un accès humanitaire aujourd'hui. Si la population ne peut pas sortir de Gaza, alors c'est à l'humanitaire de devoir rentrer massivement. Et c'est pas le CICR tout seul, c'est des ONG comme MSF. Enfin, c'est tous ceux qui peuvent apporter une véritable réponse à la population. Le sommet que le président Biden auquel il devait participer en Jordanie, notamment avec l'Égyptien Sisi, avec Mahmoud Abbas, avec le Jordanien, a été annulé suite à l'explosion dans l'hôpital de Gaza. Il devait précisément être question de tenter de débloquer ces accès humanitaires et l'ouverture au moins temporaire du terminal de Rafah dans le sud de la bande de Gaza depuis l'Égypte pour faire entrer ce matériel. Vous êtes du coup assez pessimiste là dans les jours qui arrivent? On est pessimiste tout simplement parce qu'on est face à des urgences absolues et que finalement rien ne se passe et tout est reporté et le désarroi de la population gazaoui est tout à fait insupportable, y compris le désarroi des humanitaires qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza et qui, ayant épuisé les petits stocks qu'ils avaient déjà au préalable, ne peuvent pas faire grand-chose. On a une centaine de collaborateurs CICR, par exemple, à l'intérieur de la bande de Gaza. Que faire aujourd'hui? Essayer de soutenir au cas par cas le Croissant-Rouge palestinien, essayer de donner un coup de main. Mais le désarroi est total et l'inquiétude va grandissante si le politique ne trouve pas des solutions. Je rappelle aussi, alors c'est pas très rigolo, mais on entend quand même beaucoup parler du droit international humanitaire, mais que les conventions de Genève, l'article 1er commun aux 4 conventions de Genève qui protègent les victimes dans la guerre, dit que les hautes parties contractantes, c'est-à-dire les États, il y en a 196 aujourd'hui, ont la responsabilité de respecter et de faire respecter. Si les belligérants ne respectent pas le droit international humanitaire, alors tous les autres États sont mutuellement liés pour faire en sorte que ceux qui ne respectent pas respectent le droit international humanitaire. Cette idée-là est capitale et elle est strictement humanitaire, mais c'est aux politiques de la mettre en œuvre parce que ce sont les États qui ont l'obligation de respecter et de faire respecter le droit. Pour qu'on comprenne bien ce que vous venez de dire, vous attendez de qui, de quel pays, que quelle action soit prise On attend de tous ceux qui peuvent avoir une influence sur cette urgence humanitaire
mettre tout en œuvre pour qu'il puisse y avoir un accès humanitaire et que des solutions soient trouvées pour que la population gazaoui puisse être à peu près protégée et puisse bénéficier des facteurs les plus essentiels pour leur survie. Et vous avez l'impression d'être entendu, que tout est fait, qu'on ne ménage pas ses efforts dans les chancelleries occidentales? Aujourd'hui, je crois, il n'y a pas que l'Occident, il y a tous les pays ont signé les conventions qui les obligent à respecter, à faire respecter. On voit qu'aujourd'hui, tout le monde se parle, que tout le monde est inquiet, que l'embrasement n'est pas loin de toute une région, que beaucoup de violence est en train de se préparer au-delà de la violence indicible que subit déjà la population gazaoui. Aujourd'hui, c'est le politique qui va régler cette crise-là, comme toutes les crises. En attendant, l'humanitaire peut s'appuyer quand même sur ce droit, le droit international humanitaire, pour pouvoir avoir accès aux victimes et pouvoir faire son travail au chevet de toutes les victimes. L'humanitaire, ça ne se fait pas à distance, ça se fait vraiment au contact des populations, de ceux qui en ont besoin. Pour qu'on comprenne bien la situation à l'intérieur de la bande de Gaza, il n'y a aujourd'hui que, je mets des guillemets, les équipes humanitaires qui étaient là avant le 7 octobre, c'est-à-dire, vous le disiez, une centaine de collaborateurs du CICR, le Croissant, le Croissant Rouge palestinien. Vous avez aussi les ONG comme Médecins sans frontières qui ont du personnel à l'intérieur, qui travaillaient déjà sur des programmes pour aider la population. Mais qui ont l'habitude en temps de crise d'envoyer plus d'équipes peut-être. Tout à fait. Et puis l'accès humanitaire est l'une des obligations du droit international humanitaire. Quand vous êtes à l'intérieur de Gaza, que vous avez épuisé tous les stocks, que toutes les pénuries s'accumulent, vous ne pouvez pas faire grand-chose en tant qu'humanitaire. On fait ce que l'on peut. Mais si on veut vraiment apporter une réponse humanitaire substantielle, il faut bien que des personnels et de l'assistance humanitaire puissent rentrer dans la bande de Gaza. Très concrètement, aujourd'hui, est-ce que des Gazaouis sont en train de mourir faute de soins, faute d'aide humanitaire? Mais je crois que quand on voit les images et les différents reportages dont France 24 se fait l'écho ou les médias du monde entier, on comprend que les gens, parmi les plus vulnérables, sont probablement déjà en train de mourir. Si vous prenez des dialysés, par exemple, qui étaient hospitalisés à l'hôpital, s'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a plus d'eau potable, il y a de fortes chances pour que les dialysés n'aillent pas très bien en ce moment. Si vous avez des blessés lourds qui ont besoin de plasma, qui ont besoin de sang, mais que l'hôpital ne fonctionne pas et que les transfusions ne sont pas possibles, bien évidemment que vous avez des gens qui sont aujourd'hui en train de mourir. La Croix-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge est l'une des rares organisations à être en contact, vous m'arrêtez si je me trompe, et avec les autorités israéliennes et avec le Hamas qui gère la bande de Gaza. Et à ce titre, vous êtes un acteur important des négociations autour des otages. Les chiffres sont compliqués à obtenir de façon très claire, mais on parle d'environ 200 otages retenus donc par le groupe terroriste palestinien dans la bande de Gaza depuis les attaques du 7 octobre. Est-ce que là-dessus, les choses avancent? Est-ce que le dialogue se fait? Est-ce qu'on peut aller vers d'éventuelles libérations? Le CICR, c'est une grosse partie de son métier, de ses activités, la visite des gens privés de liberté, la recherche des disparus. Depuis 1967, le CICR travaille dans la région, a connu toutes les phases des différents conflits qui s'y sont succédés et a visité et a eu accès à des centaines, à des milliers de prisonniers tout au long de cette histoire-là. Bien évidemment que le CICR est mobilisé sur la situation des otages, connaît les gens du Hamas, connaît les autorités israéliennes, travaille avec elles depuis des années et que bien évidemment le CICR a proposé ses services sur cette crise-là. Les familles des otages ont demandé à ce que vous... Tout à fait, il y a la pression et c'est légitime, l'angoisse indicible de ces familles qui attendent des nouvelles, que le CICR a fait ses offres de services, qu'il sait faire, qu'il est en discussion. Après, le sésame pour pouvoir avoir accès à des populations privées de liberté, c'est aussi la confidentialité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir travailler et négocier pied à pied avec tous ceux qui peuvent avoir une influence sur cette situation. Et donc oui, au-delà de l'assistance humanitaire à Gaza, au-delà du travail de protection que l'on aimerait mettre aussi en place auprès de la population gazaoui, oui, nous travaillons aussi sur la question des otages. C'est une situation extrêmement douloureuse, extrêmement complexe, qui peut prendre du temps. Mais notre boulot en tant que négociateur humanitaire, en tant qu'intermédiaire neutre dans les conflits armés, eh bien, c'est d'essayer de convaincre pour qu'on puisse au moins avoir l'accès. On voit aussi que beaucoup d'États, beaucoup de chancelleries travaillent sur ces questions. Eh bien, le CICR essaie d'être aussi en contact avec toutes ces chancelleries-là. Vous ne pouvez pas nous dire à ce stade où on en est. La France, notamment, déplore
une vingtaine d'otages à la double nationalité retenus dans la bande de Gaza. La pratique du CICR qui travaille dans tous les conflits de la planète, qui depuis 1964 fait des libérations d'otages en Colombie, si on prend un contexte complètement différent, a une grande pratique, sait comment il faut travailler. La confidentialité, c'est pas une posture, c'est juste qu'on n'a pas trouvé mieux pour pouvoir rentrer en contact et essayer d'établir quelque chose de sérieux pour obtenir ce genre de dénouement le plus positif possible. Une dernière question rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui vous demandez à des pays comme l'Égypte ou à la Jordanie d'accueillir ce qu'ils ne veulent pas faire jusqu'ici, des réfugiés palestiniens, si toutefois les points de passage étaient ouverts et la circulation devenait en tout cas temporairement possible ? Quand on voit la situation aujourd'hui à Gaza, on a presque envie de dire que tout ce qui peut améliorer la situation de la population est bon à prendre. Maintenant, la priorité, je pense, c'est quand même qu'il y ait un accès humanitaire, c'est-à-dire de pouvoir rentrer à l'intérieur de la bande de Gaza pour stabiliser ce qui peut encore l'être et surtout s'occuper des personnes les plus vulnérables et qui ont besoin du secours le plus urgent et remettre en service les infrastructures nécessaires à la survie de la population, l'eau et l'électricité et le carburant en priorité. Merci beaucoup Frédéric Joliet d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct, porte-parole du CICR ici en France, le comité international de la Croix-Rouge. Merci encore, on se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet pour la suite de Paris Direct, consacré, vous l'avez compris, en grande partie à la fois à ce qui s'est passé hier à Gaza, du moins ce qu'on en sait à l'heure où l'on se parle, et à ces répercussions qui sont elles déjà très visibles et très nettes. À tout de suite.